Hey les curieux, bienvenue dans cette troisième vidéo au cœur de la cellule. La dernière fois, on a parlé des différentes organisations des cellules. Aujourd'hui, on va enfin rentrer dans le fonctionnement de toute cette machinerie avec un processus au cœur de tous les autres, la fabrication des protéines. Les protéines, un sujet extrêmement vaste et tout aussi passionnant qui reviendra tout au long de la série. Pour commencer, rappelons ce que sont les protéines, c'est-à-dire des polymères d'acides aminés. Dans la première vidéo, on avait vu à quoi ressemblaient les acides aminés et je vous avais dit qu'ils étaient diversifiés, mais je ne vous avais pas dit combien ils l'étaient. Il existe 20 acides aminés classiques qui entrent dans la composition des protéines. Les voici. Les protéines donc sont des assemblages de 20 briques différentes. Et on a vu dans la deuxième vidéo que les ribosomes étaient responsables de leur assemblage. Mais comment les ribosomes savent quel acide aminé mettre à quelle place ? Là encore, un début de réponse avait été donné, l'ADN, la fameuse notice. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir comment passer de l'ADN aux protéines, comment lire la notice. Comme vous allez le voir, cette vidéo sera en fait plus ou moins séparée en deux parties, de l'ADN à l'ARN et de l'ARN aux protéines. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parlons donc un peu de l'ADN, un énième polymère d'acide nucléique dont la partie variable est la base nucléique ou azotée. Dans l'ADN, cette base peut être A, T, C ou G pour adénine, thymine, cytosine et guanine. On peut donc voir les molécules d'ADN comme une succession de ces 4 lettres. Mais toi, Tipus, tu as fait code génétique en deuxième langue ? Non, je vais t'aider alors. Les lettres de l'ADN se lisent 3 par 3, c'est ce qu'on appelle des codons. Et chaque codon correspond soit à un acide aminé, soit à la fin de la protéine, c'est alors un codon stop. De même, le codon qui code pour la méthionine et le codon start qui débute toutes les protéines. Ce code a 3 caractéristiques. Il est universel, ou quasi. Il y a toujours des exceptions. Regardez Tipus. Il a l'air de venir d'une union absurde, c'est un mammifère qui pond des œufs, il a du venin et il détecte ses proies grâce à des capteurs électromagnétiques dans son bec. Bon, la nature aime les exceptions. Le code génétique est aussi redondant ou dégénéré. Certains acides aminés sont codés par plusieurs codons et il est sans ambiguïté. Un codon ne code qu'un seul acide aminé. On reviendra sur la redondance dans une vidéo consacrée aux mutations génétiques. En attendant, approfondissons la lecture de l'ADN. On sait maintenant qu'il faut le lire comme des mots de 3 lettres. Mais qu'est-ce qui va les lire ? Il n'y a pas de petits typus dans les cellules qui ont appris le code génétique. Eh bien, ce sont les ribosomes qui vont faire la correspondance entre les codons et les acides aminés, mais pas directement sur l'ADN. L'ADN est très long. Un chromosome humain est long de 2 mètres pour plusieurs dizaines de millions de bases. De plus, il est organisé en double hélice. Il faut donc l'ouvrir pour lire sa séquence. Et les ribosomes ne peuvent ni chercher les gènes, ni ouvrir la double hélice. Et chez les eucaryotes, ils ne peuvent même pas entrer dans le noyau. Il faut alors passer par un intermédiaire, l'ARN, une copie d'une petite partie d'ADN. Mais on revient à la question initiale. Qui lit l'ADN pour faire un ARN ? Une protéine. Plus précisément, une ARN polymérase. Le suffixe ase indique qu'il s'agit d'une enzyme, donc une protéine qui accélère une réaction. Le préfixe polymère indique qu'il s'agit d'une réaction de polymérisation et le mot ARN indique la nature du produit de la réaction. Le nom qu'on donne à cette réaction est la transcription. Et comment l'ARN polymérase copie l'ADN en ARN ? Grâce à la complémentarité de Watson et Crick. On reviendra un jour sur ces deux chercheurs. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur les appariements que crée cette complémentarité. Pour ça, il faut connaître un peu les différentes liaisons possibles entre les atomes et les ions, qui sont des atomes chargés positivement ou négativement. Il y a donc les liaisons fortes et les liaisons faibles. Dans les liaisons fortes, il y a les liaisons covalentes, qui sont celles qui relient les atomes dans une molécule, les liaisons ioniques, entre deux atomes de charge opposée, et les liaisons métalliques, que je ne détaillerai pas. Dans les liaisons faibles, il y a les liaisons H, pour hydrogène, et les liaisons de Van der Waals. Mot barbare ? Oui, un peu. Mais il n'y a pas besoin de comprendre toute la chimie pour s'en sortir. Ici, les liaisons faibles vont juste nous servir à comprendre pourquoi les bases s'apparient toujours de la même façon, c'est-à-dire l'adénine avec la thymine, ou l'uracile pour l'ARN, et la cytosine avec la guanine. Et la réponse, ce sont les liaisons H. Et comme A va toujours avec U et C va toujours avec G, l'ARN polymérase n'a qu'à ouvrir la double hélice et attendre que le bon nucléotide vienne s'apparier. Le problème du mécanisme de la transcription est donc résolu. Maintenant, un nouveau problème se pose. Comment savoir où commencer ? Comme je l'ai dit, l'ADN est très long. On ne peut pas tout lire en espérant tomber sur la partie qui nous intéresse. Or, une protéine est codée par un gène.
Je ne donnerai pas de définition exacte d'un gène ici, ça nous ferait beaucoup trop digresser, mais aujourd'hui un gène sera considéré comme une partie d'ADN qui code pour une protéine. Il faut donc trouver le début des gènes, et ce sans se tromper, ne serait-ce que d'une base, ce qui décalerait complètement le cadre de lecture. Ce problème est résolu lors de l'initiation de la transcription. L'ARN polymérase ne s'accroche pas n'importe où sur l'ADN. Elle est recrutée par d'autres protéines qui savent reconnaître des séquences d'ADN en aval du gène, les régions promotrices. La position de ces protéines, nommées facteurs de transcription, va permettre le bon positionnement de l'ARN polymérase. Voilà, comme on peut le voir sur cette image de microscopie électronique, nos ARN polymérases ont finalement réussi à transcrire un gène. On a alors ce qu'on appelle des ARN messagers. Mais que deviennent ces ARN ? Bien, l'ADN va rejoindre les ribosomes pour être traduit. Enfin, chez les eucaryotes, il doit sortir du noyau, ce qu'on ne détaillera pas. Et chez les prokaryotes, il est directement en contact avec les ribosomes. D'ailleurs, les ribosomes peuvent commencer à lire l'ARN avant même qu'il ne soit terminé. Mais passons sur ces questions de timing et intéressons-nous au comment. Déjà, à quoi ressemble un ribosome ? Un bloubi-boulga de protéines et d'un nouveau type d'ARN, l'ARN ribosomique. Il est produit comme l'ARN messager, mais a un rôle différent. Ce fouillis est organisé en deux sous-unités, une petite et une grande. La petite sous-unité se lie à l'ARN messager, la grande se lie à la petite et permet d'amener les acides aminés. Mais le ribosome n'est toujours pas un typuste linguiste. Il faut donc encore un intermédiaire entre le codon de l'ARN messager et l'acide aminé associé, l'ARN de transfert. Encore un nouveau type d'ARN qui a une structure en feuille de trèfle. La tige boucle de ce côté porte un anticodon, c'est-à-dire la séquence complémentaire du codon reconnu, et la tige acceptrice de ce côté est accrochée à l'acide aminé correspondant. Pour les plus curieux qui se demandent comment les bons acides aminés sont accrochés au bon ARN de transfert, c'est le fait de protéines qui reconnaissent un anticodon et l'acide aminé associé et catalysent la liaison entre les deux. Avec les ARN de transfert, le décodage devient alors automatique. Les ARN de transfert s'échangent jusqu'à ce que le bon anticodon interagisse avec le codon. Puis l'acide aminé est relié au reste de la protéine grâce aux protéines du ribosome, et enfin, l'ARN de transfert vide est relargué et le ribosome se décale de 3 nucléotides. Et le cycle peut recommencer. Au moins jusqu'à l'arrivée d'un codon stop qui est reconnu par le ribosome, qui détache le dernier acide aminé de son ARN de transfert et libère la protéine. Vous aurez remarqué que produire une protéine semble utiliser beaucoup de temps, de ressources, notamment de nucléotides, et d'énergie, car chaque réaction chimique de polymérisation en demande. Heureusement, un ARN messager a une durée de vie relativement courte, quelques minutes à quelques heures, mais peut tout de même être traduit par plusieurs ribosomes en même temps. Une seule transcription peut donc donner lieu à plusieurs traductions. Et voilà. Alors bien sûr, vous ne savez pas encore tout de la synthèse des protéines, car nous n'avons pas vu comment elles se replient pour prendre leur forme finale, ni comment certaines sont modifiées ou enchâssées dans des membranes. Mais ce sera pour une autre fois. Le passage d'une séquence nucléotidique à une séquence protéique est déjà un petit miracle en soi. Imaginez-vous, ce langage universel existait bien avant n'importe quelle autre forme de communication. La prochaine vidéo ne sera pas un au cœur de la cellule, mais la première d'un nouveau concept, histoire et expérience de biologie, où je vous raconterai comment ont été faites certaines grandes découvertes et quels sont les principes des expériences qui ont encore lieu aujourd'hui dans les laboratoires de biologie. La première vidéo de cette série sera sur les ARN messagers, avec le prix Nobel de Jacob et Monod, et la preuve que l'ARN migre hors du noyau. Pour Au cœur de la cellule, le prochain épisode traitera du cytosquelette, les routes qui traversent les cellules. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter, partager et vous abonner. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne, vos retours me motivent à continuer dans cette aventure. Alors à bientôt, car la curiosité est une qualité.